Au menu ce soir, dans Entre deux news sur les antennes de Reflet TV, l'homélie codée du cardinal Jean-Pierre Coutois dans la première partie de l'émission. Et puis dans la seconde partie, vous aurez des analyses de nos consultants sur la politique sociale du président Alassane Ouattara de 2011 à 2024. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Vous faites bien de suivre Reflet TV avec moi en plateau, Pulchéri Balé. Bonsoir. Bonsoir. Et bonne semaine à vous. Merci. Eric Bayala également, bonsoir à vous. Bonsoir Sylvie. Et bonne semaine. Merci, à vous. Alors, le désormais ex-archevêque métropolitain d'Abidjan, Jean-Pierre Coutois, a fait son discours d'adieu hier dimanche 3 août 2024 à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau. Jean-Pierre Coutois a dit en substance, et je cite, « Il faut donc savoir partir comme les saisons qui se succèdent, partir pour faire place à un autre, plus vigoureux et plus jeune, certes, mais pas moins doté de qualité qui ne demande qu'à être mise au service de tous. » Alors, Eric Bayala, quelle lecture faites-vous de ce message du cardinal? Le message que je fais de ce message du cardinal, c'est que d'abord, c'est à l'occasion de son homélie lors de la cérémonie canonique de la prise épiscopale de la charge de Monseigneur Ignace Bessi Dogbo. Mais d'abord, avant de poursuivre, il faut qu'on sache ce que c'est qu'une homélie. Parce qu'une homélie, c'est d'abord un prêche, c'est une prédication. Chez les musulmans, on dit que c'est un sermon qui est basé essentiellement sur les textes liturgiques du jour, notamment les deux lectures et puis l'évangile. Il intervient, c'est un commentaire oral de circonstances qui intervient entre l'évangile et l'Eucharistie. Et pour cette occasion, le cardinal Jean-Pierre Coutois a saisi donc cette journée-là qui était le jour de la prise canonique épiscopale de la charge de Monseigneur Bessi pour donner les raisons effectivement de son départ. Parce que dans la charge épiscopale chez les catholiques, un évêque va à la retraite à l'âge de 75 ans. Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois en avait 78. Donc ça faisait 3 ans qu'il devrait aller en retraite. Mais malheureusement, le Saint-Siège n'avait pas encore nommé son remplaçant. Et donc ça faisait déjà 3 ans qu'il devrait partir. Pour finir, c'est lui-même qui a adressé ce qu'on appelle une rénonciation de gouvernement pastoral de l'archidiocèse d'Abidjan qu'il a adressé au Saint-Père, qu'il a accepté. Et donc depuis le 20 mai 2024, il a nommé Monseigneur Ignace Bessi Dogbo comme archevêque et cardinal d'Abidjan. Mais les fidèles catholiques se demandaient mais pourquoi est-ce que Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois a procédé à ce qu'on appelle la rénonciation du gouvernement pastoral au niveau de l'archevêché d'Abidjan. Et il ne s'est pas encore prononcé officiellement. Et donc, à l'occasion de cette cérémonie, où il remet la charge canonique épiscopale à son remplaçant, il a trouvé cette tribune-là pour expliquer les raisons donc, de son départ. Alors pour lui, le message est adressé sinon à lui-même, il parle de lui-même. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pulchéri Balé, vous, personnellement, quelle lecture faites-vous de cette adresse? Certains Ivoiriens disent que c'est adressé à la classe politique ivoirienne. Un message normal, une homélie normale a 2 buts. Il y a l'instruction qu'on donne à ceux qui écoutent, mais il y a aussi des conseils. Et moi, je pense que le Monseigneur a parlé, certes, de sa situation, puisqu'il était en train de faire ses au revoir, mais en même temps, chacun devrait pouvoir tirer de ce message ce qui le concerne. Et donc, si les gens pensent qu'il s'adresse à la classe politique, c'est peut-être vrai, parce que on sait tous que dans la plupart de nos partis, c'est le président Bédié qui est parti, mais pour ceux qui sont là, plusieurs estiment qu'il faut un renouvellement de la classe politique, notamment de la tête des partis. Donc, comme je l'ai dit, chacun prend ce qu'il arrange dans le message, et donc c'est tout à fait normal que certains veuillent l'assimiler à nos réalités politiques où on a dans la plupart des partis des personnes âgées
qui sont présidents de parti et qui sont toujours candidats. Alors Eric Bayala, il y a eu de l'insistance sur le fait de savoir partir lors de son adresse. Les Ivoiriens n'ont quand même pas tort que ce message soit adressé à nos dirigeants politiques. Il a insisté parce que pour ceux qui connaissent Monseigneur cardinal Jean-Pierre Coutois, il a déjà des états de service au niveau de son sacerdoce qui déjà a accroché les Ivoiriens. Parce que d'abord, depuis son ordination presbytérale, ensuite son ordination épiscopale, et lorsqu'on lui a remis le pallium, il y a eu vraiment beaucoup d'actions qu'il a menées. Il a conduit des âmes au salut. Et beaucoup de personnes, beaucoup de fidèles chrétiens auraient bien voulu qu'il reste encore le plus longtemps possible pour que la jeune génération profite de son expérience et de son sacerdoce, parce que c'était vraiment la vocation chrétienne qui avait été mise en lumière à travers toute sa marche glorieuse vers le Christ. Et donc aujourd'hui, parti de lui-même, il fallait qu'il donne vraiment les raisons. Il a dit qu'il faut savoir partir. Quand bien même que vous estimez qu'on vous aime et que ce que vous faites du beau travail, il faut pouvoir partir. Et donc lui, il a estimé qu'à un moment donné, il fallait faire la place à quelqu'un de plus jeune, non moins pas méritant, mais quelqu'un qui a également, il faut qu'on lui donne la possibilité de mettre en relief également ses compétences. Et donc que les fidèles souffrent de son départ et qu'ils acceptent, si vous voulez, le nouveau comment on appelle ça, cardinal qui est arrivé, et que chacun se mette à son service. Mais quant à lui, il s'est mis en retrait volontairement, mais voici les raisons pour lesquelles il s'est mis en retrait. Mais en même temps, nous sommes dans un contexte où la politique domine, si vous voulez, tous les sujets de notre société. Et donc la similitude s'est faite tout de suite. Les gens ont trouvé une passerelle pour pouvoir vraiment faire la connexion avec les réalités que nous avons dans nos partis. Mais ce qui est plus important, c'est de rester dans l'esprit du discours de l'homme. C'est de pouvoir comprendre le message qu'il voulait donner. Parce qu'à cette tribune-là, il était question de séréniser les fidèles, de les rendre sereins. Il va, mais celui qui vient est aussi méritant que lui. Et donc c'est à cela qu'il faut s'en tenir. Et malheureusement, on n'a que des gens qui ont l'imagination très fertile. Ils ont trouvé que ça pouvait peut-être s'adresser à la classe sociale. Mais c'est un discours aussi utile à la classe politique ivoirienne. Tout discours qui est prononcé à l'occasion d'une homélie concourt non seulement au bien-être des fidèles, mais... On reconnaît aussi Jean-Pierre Coutois pour ses adresses aussi adressées spécifiquement aux dirigeants politiques de notre pays. Ça a toujours été le cas. C'est l'homme, c'est tout l'homme. Oui, on a vu également ses discours par le passé, ses prises de position, mais je pense que cette tribune-là, elle était exceptionnelle. Elle était exceptionnelle parce que c'était la seule fois et la dernière fois qu'il allait prendre donc la parole officiellement en tant que, si vous voulez, prélat. Et donc, pour la circonstance, il était question de pouvoir vraiment rassurer les uns et les autres. Maintenant, chacun tire, si vous voulez, faire l'interprétation qu'il en fait. Mais moi, je pense, pour connaître vraiment l'honnêteté morale de l'homme et son engagement pour l'Église, je ne pense pas que c'était vraiment le lieu ou bien la tribune de pouvoir adresser un message à qui que ce soit. Il était en train d'expliquer sa position, il était en train d'expliquer les raisons de sa renonciation du gouvernement pastoral au niveau de l'archevêché, et donc je pense que c'est à cela qu'il faut s'en tenir. Puis, Eric Balé, quand on écoute Eric Bayala, c'est un message qui parle en tout cas des conditions ou bien pourquoi le cardinal se retire. Voilà. Est-ce que vous partagez cet avis-là? C'est un message qui parle de pourquoi le cardinal se retire, mais en même temps, c'est une façon d'insister sur l'exemple qu'il constitue et qui devrait inspirer les autres. Comme je le disais tantôt, lorsque un homme de Dieu parle, il s'adresse au public pour instruire, pour conseiller aussi. Et moi, je pense que de façon indirecte, il s'adresse effectivement à tous ceux qui devraient partir, qui ne partent pas. Alors, si son message concernerait la classe politique ivoirienne, est-ce que ce message pourrait-il avoir un impact sur les décisions prochaines des leaders politiques qui sont concernés, qui seraient concernés par ce message-là? Bon, dans tous les cas, c'est eux qui verront. Mais nous,
en tant que citoyen, quand on entend ce genre de message, on se dit qu'on n'est pas loin du 6 août et que le président de la République devrait s'en inspirer. Voilà, le 6 août 2020, il avait annoncé, c'est même pas le 6 août, c'était le 5 mars 2020, il avait annoncé devant le Congrès qu'il se retirerait, qu'il laisserait la place à la jeune génération. C'est comme ça qu'après, le Premier ministre, paix à son âme, Amadou Gon Coulibaly, a été désigné. Mais lorsque celui-ci est décédé, finalement, le chef de l'État est resté. Il est resté, il a fait un 3e mandat que nous autres, on estime être anticonstitutionnel. Est-ce que maintenant, il va encore faire un 4e mandat? Moi, je pense que ce message s'adresse particulièrement à lui. Et Laurent Gbagbo aussi, hein? Oui, mais c'est le président Ouattara qui est au pouvoir actuellement. Le président Laurent Gbagbo, il y a eu une convention. Les gens de son parti ont estimé que c'est lui qu'ils choisissent pour être président. C'est pour être candidat plutôt, c'est leur choix. Là, on est en train de parler de ceux qui peuvent décider d'eux-mêmes de partir. Voilà, donc on attend de voir si ce message aura un impact sur le président Ouattara et si peut-être le 6 août, il va venir annoncer encore qu'il va laisser la main à la jeune génération. Éric Bayala, est-ce que ce message du cardinal Jean-Pierre Coutois peut influencer le choix du président Ouattara? Influencer le choix du président, je ne pense pas, parce que le président, tel qu'on le connaît, c'est lui qui imprime la marche donc, de la politique nationale. Il n'a pas à être influencé par un discours, fût-il celui d'un homme de Dieu. Il a d'abord ses principes, il y a ce qui fonde son entrée en politique, il a les valeurs auxquelles il croit, la vision qu'il défend, le leadership qui le conduit à la tête de la Côte d'Ivoire et il a ses convictions personnelles. Il y a aussi la sagesse du message donné. Oui, la sagesse du message donné, ce n'est pas le fait de ne pas prendre en compte un message qui antigriffe serait sage, qui ne fait pas de vous un homme sage. Parce que la sagesse, si on doit la définir, elle doit être, si vous voulez, le propre de l'individu lui-même. Ça ne doit pas être le reflet de la pensée ou bien de la volonté de quelqu'un d'autre, quand bien même que cela peut inspirer. Mais en ce qui concerne le message, si c'est vrai qu'il s'adresse à la classe politique, il s'adresserait à toute la classe politique, non pas forcément au président Alassane Ouattara. Madame Gbali disait tout à l'heure que le président Gbagbo a été choisi par ses militants pour qu'il soit encore le président non seulement de leur parti, mais pour qu'il soit le candidat. Et si cela est valable pour les militants du PPACI, je pense qu'on ne refuserait pas le droit aux militants du RHDP de choisir aussi leur candidat et de faire la proposition de celui qu'ils voudraient voir conduire donc leur destinée. À côté de ça, le principe même du 3e mandat ou du 4e mandat, il ne se pose plus. Quand vous écoutez le discours de la classe politique, donc ceux qui sont engagés dans cette course à la présidentielle, il n'est plus question d'un 4e mandat. Nous savons très bien que dès l'instant où nous avons épousé l'ère de la 3e République, bien évidemment, il y a eu le 1er mandat et donc il y aura, si le président le désire bien, le 2e mandat de la 3e République. Alors, Éric Bayala, c'était en présence des premiers ministres Robert Begré-Mambé et Patrick Kachi, ainsi que Kandia Camara et bien d'autres personnalités du gouvernement, du nom du pays. Quel sens donnez-vous à cette homélie codée donnée en présence de ces personnalités? D'abord, vous savez que les églises qui sont dans nos pays, comme les mosquées, participent, si vous voulez, au bien-être spirituel des Ivoiriens. Et on ne peut pas construire une nation sans qu'on ait cette dimension spirituelle-là. Et donc l'État, à travers la présence de ces hautes personnalités, c'est une présence aux côtés d'un homme qui aura marqué son époque parce qu'il est resté homme de Dieu des années durant. Il a contribué à l'équilibre social de la Côte d'Ivoire. C'était son au revoir et donc les hautes sommités se sont présentées pour pouvoir apporter non seulement le soutien de l'État mais du gouvernement. Ça ne veut pas forcément dire que c'est leur présence qui a dicté son discours ou bien son adresse, mais il faut voir leur présence comme la manifestation de la solidarité de la classe politique, notamment du gouvernement, à un homme de Dieu. Bien, puis Éric Bayala, la même question. La symbolique derrière ce message en présence du Premier ministre, sinon des Premiers ministres Patrick Kachi et Begré-Mambé, ainsi que Kandia Camara et bien d'autres personnalités du pays. C'est un message dans un cadre solennel. Donc les personnalités étaient là par rapport à leur titre.
Ils sont venus apporter leur soutien au cardinal. Le message est adressé à tous les Ivoiriens parce qu'il sait qu'en plus de ceux qui étaient présents, il y a ceux aussi qui écoutaient à distance. Tout le monde ne pouvait pas se retrouver là. Donc c'est un message qui n'a pas été préparé, à mon avis, pour viser la classe politique. Mais c'est un message dont tout le monde devrait tirer les leçons utiles pour améliorer leur façon de voir les choses ou de concevoir les choses. Donc, c'est un peu un conseil qu'il a donné, comme je disais. Maintenant, c'est à chacun de s'en servir ou de ne pas s'en servir. Alors, Savoir Parti, le cardinal Courtois est l'exemple palpable de son homélie. Il a conduit des cœurs et demeurera un leader, un refuge pour s'abreuver de sa sagesse. Savoir Parti, pour ne pas perdre l'amour des gens, c'est une parole qui doit parler pour tout le monde. Alors, que retenez-vous du passage du cardinal Jean-Pierre Courtois en qualité d'archevêque d'Abidjan? Bon, d'après ce qu'on sait de tout ce qu'il a fait, c'était un cardinal qui était très apprécié des catholiques, mais aussi des autres. Personnellement, je ne maîtrise pas son ministère, mais je sais en tout cas qu'il était très apprécié et on doit retenir que c'est un homme qui a vécu selon les valeurs catholiques et qui s'en va dans la dignité. Voilà. Eric Bayala, qu'est-ce que vous retenez de son passage? Oui, ce que nous retenons du passage de Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Courtois, c'est un homme pieux, c'est un homme engagé, c'est quelqu'un qui a conduit des âmes et des cœurs au salut. Durant tout son ministère épiscopal, il a été un homme juste. En tout cas, on retient de lui quelqu'un qui a toujours mis les intérêts, selon qui a travaillé pour la vie de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Il a participé à son expansion. Quand on regarde au niveau d'Abidjan, vous voyez qu'il y a beaucoup de paroisses qui se sont créées et continuent de se créer. Et donc vraiment, ça a été un artisan de l'Évangile. C'est ce que je retiens de lui. Alors, ces prises de position et déclarations politiques ont toujours fait polémique depuis son passage. Mais ce n'est pas forcément lui. Toutes les déclarations politiques ont toujours suscité de la polémique de qui que ce soit d'un homme de Dieu, un homme de l'opposition. Ça dépend de où se trouve non seulement celui qui apprécie le message. Parce qu'un message, quand il est donné, ça suscite deux intérêts. Il y a ceux pour qui ils pensent que le message leur est adressé et qui doivent faire œuvre utile de ce message, et à ceux qui ne se sentent pas concernés. Et donc, la polémique s'alimente toujours à partir de sujets d'appréciation diverses. Et donc, de par sa position en tant que leader de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, c'est clair que ces prises de position peuvent susciter des intérêts à polémique, mais ce n'est pas ce qu'il faut retenir de l'homme. Il faut retenir de l'homme quelqu'un qui a travaillé pour la cause de l'Évangile, qui a travaillé pour l'expansion de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, un homme qui a été au service des fidèles. Voilà, aujourd'hui il s'en va, il a donné les raisons de son départ. Ça fait peut-être de la peine pour ceux qui l'avaient déjà adopté, qui avaient beaucoup de confiance, mais l'homme s'en va avec les secrets de la confession de plusieurs âmes ivoiriennes, et donc c'est ce qu'il faut retenir. Puis Chéri Balé, c'est un homme aussi engagé pour la Côte d'Ivoire, soucieux de l'avenir du pays. Ça a toujours été le cas. Oui, il a toujours eu des prises de position responsables, et je pense que ce qu'il a dit lors de son homélie d'adieu est vraiment très très important et ça s'adresse à nous tous. Quand on dit il faut savoir partir, c'est une façon aussi de dire à tout le monde il faut savoir respecter les principes. On peut même ne pas être âgé et puis être dans un système où les règles nous imposent de partir à un certain moment. Il faut donc savoir partir quand c'est le moment de partir. C'est un message qui a été très fort et je pense que les Ivoiriens attendaient ce genre de message parce que par rapport à tout ce que nous traversons, on dit souvent que les hommes de Dieu ne sont pas assez, on va dire, ne se prononcent pas très souvent sur les situations. Voilà. Et donc, si les Ivoiriens ont écouté ce message fort et qu'ils ont été contents, ça a été viral, c'est parce que ça répond à un besoin. Ça répond à un besoin et nous, les citoyens, nous estimons que les hommes politiques doivent être plus responsables. Donc, quand ils s'expriment comme ça et que ça prend toute la toile, c'est que vraiment, il y a lieu que les politiques
s'arme d'humilité pour pouvoir tirer de ce message ce qui pourrait être bien pour le bien de nous tous. J'allais vous poser la question, c'est la dernière pour terminer avec vous dans cette partie. Ouais. Faut-il ces valeurs à tous nos guides religieux, mettre au pas quand il le faut, que ça plaise ou pas? Oui, absolument. Absolument. Normalement, les guides religieux, comme les guides traditionnels, sont les gardiens des valeurs qui dirigent notre société. Et ce n'est pas normal qu'il y ait des dérives et que les guides religieux ne réagissent pas. Par exemple, sur la question des déguerpissements que nous vivons actuellement, il n'y a pas eu beaucoup de guides religieux qui se sont exprimés. On a vu l'abbé Abékan récemment, Guy Vincent Kodia a osé également. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Moi, en tout cas, j'estime que les guides religieux sont trop silencieux face aux problèmes des Ivoiriens. Éric Bayala, les guides religieux sont trop silencieux face aux problèmes des Ivoiriens. Ils devraient quand même suivre l'exemple de l'archevêque Jean-Pierre Coutois. Mais je pense que d'abord, un guide religieux, c'est essentiellement a pour vocation de pouvoir conduire, si vous voulez, les âmes de ses fidèles vers le salut. Maintenant, les questions de la société sont des questions subsidiaires, ce ne sont pas les questions principales qui fondent la vocation de leur ministère. Et quand ils doivent se prononcer, ce sont des questions qui sont, avec lesquelles il faut se prononcer avec circonspection, parce que quand il y a un problème qui se présente, les problèmes-là n'ont vraiment pas de religion. Ce sont des problèmes qui peuvent concerner n'importe qui. On peut être musulman, on peut être chrétien, on peut être évangélique, on peut être animiste, et puis avoir à subir, si vous voulez, un problème de société. Maintenant, le guide religieux, c'est celui qui doit venir peut-être parler sur la place publique, ou bien parler à l'oreille du décideur pour que les choses s'améliorent. Parce qu'en même temps que vous vous prononcez de façon officielle, il y a des questions qu'il faut gérer avec beaucoup de circonspection, comme j'ai dit, parce que ce sont des questions transversales qui occupent aussi bien la société que le monde religieux. Et donc, si certains ont estimé, si on n'a pas entendu, pardon, certains le font publiquement comme d'autres, ça ne veut pas dire qu'ils ne se sont pas prononcés. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la première partie de cette émission qui était consacrée à l'homélie codée du cardinal Jean-Pierre Coutois. Voilà, nous allons marquer une courte pause. On revient juste après pour la seconde partie de cette émission. Nous faisons place maintenant au second sujet de cette émission, la politique sociale du président Ouattara de 2011 à 2024. La Côte d'Ivoire a réalisé depuis la dernière décennie une performance économique remarquable. Cependant, les Ivoiriens restent en forte attente des retombées concrètes, des fruits de cette croissance et d'une redistribution plus importante de la richesse créée. Alors, Éric Bayala, y a-t-il eu une réponse concrète et efficace à ces préoccupations fondamentales? Votre analyse. En ce qui concerne les retombées de la politique sociale du président de la République, nous en parlons avec assez de fierté parce que, au regard de tout ce qui nous est donné de constater, parce que si la politique même sociale se définit comme un mécanisme qui participe au mieux-être des populations, en prenant en compte les ménages les plus défavorisés pour que chacun se sente vraiment concerné et pris en compte par l'État, il est clair à noter que effectivement la politique sociale du président Alassane Ouattara a eu des effets positifs, a transformé le vécu des Ivoiriens dans l'ensemble et que nous en parlons avec assez de fierté. Puis, Éric Balé, le vécu des Ivoiriens a été transformé, sinon est transformé grâce au président Ouattara depuis 2011, pour ne pas dire 2012, jusqu'à 2024. Oui. Comme on l'a dit, la politique sociale vise la transformation des conditions de vie des populations, mais dans le bon sens. Dans le bon sens. C'est vrai qu'il y a une croissance économique dont les chiffres sont impressionnants, mais sur le terrain, les citoyens ne le ressentent pas. Ils ne le ressentent pas et à plusieurs niveaux. Au niveau du coût de la vie, tout le monde sait combien les Ivoiriens croulent sous le poids de la cherté de la vie. On dira que ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est vrai, mais le problème c'est que celle-ci va en croissant. Est-ce que le pouvoir d'achat des Ivoiriens n'a pas augmenté aussi? Le pouvoir d'achat se mesure par rapport à quoi?
C'est ça aussi la question. Ce n'est pas parce qu'on a augmenté le SMIC qu'automatiquement le pouvoir d'achat aussi s'accroît. Parce que quand à tous les niveaux, le coût de la vie augmente, le pouvoir d'achat dépérit forcément. Voilà. Donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas un seul secteur d'activité qui soit épargné. L'école est chère, on avait parlé de l'école gratuite, mais dans les faits, même dans les écoles publiques, même au CP1, les parents sont soumis à des frais. À l'université, quand nous, on était à l'université, avant l'arrivée du président Ouattara, les étudiants payaient 6 000. Aujourd'hui, ils payent 30 000. Et là encore, ça dépend des facs. Je suis en train de parler du public. Par rapport à la politique de santé, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour construire de nouveaux centres de santé. L'idéal, c'est que tous les 5 kilomètres, on ait un centre de santé. Ce n'est pas encore effectif, mais le problème, c'est l'accès même à la santé, le coût. L'assurance maladie, comment on appelle ça? Couverture, voilà, maladie universelle aussi a commencé à être mise en œuvre. Mais là aussi, il y a beaucoup de difficultés, ça ne marche pas partout. Et donc, ça fait que les populations ne peuvent pas encore se soigner comme il se doit. Et l'accès à l'eau potable, à l'électricité, oui. Il n'y a pas d'amélioration pour vous? Si, il y a une amélioration puisqu'il y a eu plusieurs localités qui ont été électrifiées. L'eau potable aussi a été, la couverture en eau potable a été augmentée. Mais ce n'est pas encore suffisant. Voilà. Mais ce qui intéresse aujourd'hui les Ivoiriens même, c'est véritablement tout ce qui concerne le quotidien. Comment on mange, comment on se soigne, comment on se déplace. Les transporteurs augmentent le coût du transport comme ils veulent. Vraiment, il y a beaucoup de problèmes. Et sur le transport, le fait on ait multiplié les péages, ça fait aussi que le transport aussi est devenu encore plus cher. Donc pour moi, c'est vrai qu'il y a eu des choses qui ont été faites pour améliorer le social, mais on donne d'une main, on reprend d'une autre, parce que la politique en principe est globale, et puis la politique sociale, elle est transversale. Il y a une politique sociale qu'on peut définir comme ça, mais ce qui se fait dans les autres secteurs d'activité a une influence sur le reste. Donc, quand par exemple on crée des institutions budgétivores, on n'est pas en train de contribuer à l'amélioration des conditions de vie. Quand on prend des décisions pour plafonner les prix par rapport à la cherté de la vie, alors que sur le terrain, ça ne s'applique pas, on n'est pas en train d'améliorer les conditions de vie des populations. Quand on procède à des déguerpissements abusifs dans la violence, on n'est pas en train d'améliorer les conditions de vie des populations. En plus, avec la corruption qui est pratiquement généralisée, les populations payent encore dans même l'accès aux services publics. Donc franchement, moi je dirais qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais il n'y a pas de système de contrôle assez efficace pour que les populations en bénéficient réellement. Donc la réalité, c'est que les citoyens ne ressentent pas les fruits de cette croissance. Eric Bayala, les citoyens ne ressentent pas les fruits de cette croissance. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, il n'y a pas d'amélioration du système sanitaire, du plateau technique, du rapprochement des centres de santé, des infrastructures de l'éducation et de l'enseignement supérieur, de l'accès à l'eau potable et de l'électricité? À cette question, je pense que la réponse se trouve un peu plus ou moins dans vos deux interventions, à l'idée de savoir qu'il y a un travail qui a été fait au niveau des centres de santé, au niveau des routes, au niveau des écoles. Les universités, nous en sommes à la 10e, dont la première pierre a été posée par... Alors, on va aller point par point, allez-y. Voilà. Et en ce qui concerne l'accès aux soins de santé, vous savez très bien qu'en Côte d'Ivoire, de 0 à 5 ans, quand vous allez dans un hôpital public, les soins de santé sont gratuits. C'est pas effectif. Pour l'année 2000, ça dit que... C'est le principe. C'est gratuit. Maintenant, le problème, c'est que quand une politique est adressée à l'endroit des populations, c'est la population elle-même qui doit participer
à sa mise en œuvre de façon efficace. Cela veut dire quoi? Quand le gouvernement dit que vous allez dans un centre de santé et que c'est gratuit, vous vous y rendez et qu'on vous présente des frais, si vous ne dénoncez pas, vous devenez complice de ce qui se passe. Et malheureusement, en Côte d'Ivoire, c'est ce qui se passe. En ce qui concerne la gratuité de l'école, il y a plus de 10 millions de kits scolaires qui ont été distribués. Et ça, c'est une réalité. Au niveau des routes, aujourd'hui, tout le monde sait qu'on peut se déplacer avec aisance. Non pas seulement forcément à Abidjan, parce que vu la densité du trafic, mais partout à l'intérieur du pays, toutes les routes nationales, pour la plupart, sont bitumées et de très bonne qualité. Le problème, c'est que quand on dit on ne ressent pas la chose, je prie qu'on m'excuse, mais parce que le tout n'est pas le ventre. Parce qu'un individu qui vit essentiellement pour le ventre, c'est comme, si vous voulez, un lion qui, lui, ne sort de sa tanière, sinon de son logis pour aller manger et puis ressortir. C'est-à-dire que ça devient un mode de vie et ça s'assimile au réflexe animal. Mais celui qui répond d'une dignité humaine n'a pas pour objectif de tous les jours revendiquer la politique du ventre. Parce que ça ne concourt pas à la dignité de l'homme. C'est vrai que pour des questions d'équilibre du métabolisme, il faut peut-être se nourrir, mais ça ne doit pas guider le principe premier de notre existence. Cela veut dire quoi? Il y a certains qui disent qu'on ne mange pas le goudron. Mais allez-y dans les localités les plus reculées. Vous comprendrez que la notion de la route est primordiale pour l'existence de l'homme à tous les niveaux. Et ceux qui aujourd'hui s'en prévalent, de façon, si vous voulez, publique, officielle, ils le disent parce qu'ils sont animés pour des questions politiques. Mais après, quand vous allez dans leur localité et qu'on vous donne un livre blanc, il est bien mentionné que ceux-là demandent à l'État de venir faire la route. Donc on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Alors, prochain point, l'école gratuite. Au niveau de la gratuité de l'école, je pense qu'à ce niveau-là, il faut être très clair. L'État de Côte d'Ivoire a dit non seulement en rendant l'école obligatoire, mais l'État a pris les dispositions pour distribuer les kits scolaires un peu partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait le point, il y a eu plus de 10 millions de kits scolaires qui ont été distribués au niveau du primaire. Au niveau du secondaire, tout à l'heure, on a dit que le prix, sinon de l'inscription, a évolué de 6 000 à 30 000 francs. C'est à l'université? Non, je parle de l'université. Au niveau de l'université, je ne sais pas quand est-ce que Mme Balé a fait la dernière année en fac, mais on comprendra bien que le prix qui a prévalu, peut-être qui a coûté 6 000 francs de son époque, ce n'était pas le prix pour ceux qui y étaient dans les années 80-75. Et donc c'est un principe de vie qui amène, si vous voulez, à un moment donné, parce que les charges et les obligations, le nombre d'étudiants aussi évolue. Et donc, c'est une contribution. Mais quand vous prenez l'inscription dans le public à l'université à 30 000, allez-y dans une école privée, dans une grande école, et vous allez comparer. Vous allez voir que c'est vraiment dérisoire par rapport à ce qui est fait dans le privé. En clair, la politique sociale du gouvernement participe au bonheur des populations. Si au niveau du transport, au niveau de la santé et au niveau, je ne sais pas, de l'école, les populations sont complices du fait qu'elles sont rançonnées, mais justement, nous demandons aux populations de dénoncer tous les abus. Parce que, comme on l'avait dit ici même sur un plateau précédent, quand il y a la notion de la corruption, il y a deux personnes. Il y a le corrompu, il y a le corrupteur. Et donc, quand vous gardez silence sur un fait qui vous donne droit à un principe, sur une prestation gratuite, et que vous ne dites rien, et que vous payez, ou bien qu'on vous exige de payer, que vous le faites, vous devenez complice de ce qui se fait. Donc, il faut dénoncer. Puis, Chérif Balé, vous mettez donc en cause les efforts du gouvernement, la subvention du prix du carburant et de certains produits de grande consommation, la revalorisation salariale des fonctionnaires, la politique de gratuité ciblée, les décisions importantes comme la suppression des cotisations des comités de gestion des établissements scolaires COGES et la distribution des kits dans le secteur de l'éducation, aussi l'augmentation du SMIC. Oui, je ne conteste pas les efforts du gouvernement. Ce que je conteste, c'est la mise en œuvre des décisions qui sont prises par le gouvernement. Alors, le COGES. Donc, quand le gouvernement dit que la santé de 0 à 5 ans est gratuite et que cela ne s'applique pas dans les hôpitaux, il y a un problème. C'est la population elle-même. Normalement, non, ce n'est pas la population, c'est le personnel soignant. Parce que
la population, faut le dire, quand tu vas à l'hôpital, tu es dans l'urgence par rapport aux problèmes que ton parent a. Donc, les gens se plient automatiquement aux conditions qu'on leur fixe parce qu'ils veulent que le malade recouvre la santé. Maintenant, ce n'est pas dans notre culture de dénoncer. Il y a tous les ministères là, ont des numéros verts, mais il y a combien de personnes qui appellent? Donc, c'est pour cela qu'en général, les gens se plaignent sur les réseaux, les gens se plaignent à travers des ONG comme les nôtres. Mais il faut que le gouvernement soit à l'écoute du peuple. Il ne suffit pas de prendre des décisions. Est-ce qu'il y a une évaluation qui est faite de l'application de cette décision-là sur le terrain? Maintenant, lui, il parlait tout à l'heure de politique du ventre. Il ne faut pas confondre la politique du ventre pratiquée par les politiciens et puis la satisfaction des besoins élémentaires des populations qui font partie des droits de l'homme, qui font partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme que tous les États ont ratifié. Il est de la responsabilité du gouvernement d'assurer le droit au logement, le droit à l'éducation, le droit à la santé. Ce sont des besoins élémentaires. Quelqu'un qui ne se soigne pas, qui ne mange pas, comment il peut travailler, comment il peut produire des richesses? Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'il raconte. Alors, maintenant, allez-y. oui, par rapport à tout ce que vous avez énuméré là, le problème, ce n'est pas les bonnes décisions. Le problème, ce n'est pas les infrastructures. Ce n'est pas appliqué. Voilà, c'est la mauvaise application. Cette affaire de COGES-là, aujourd'hui, dans les établissements, les COGES n'arrivent pas. C'est vrai qu'on a supprimé les cotisations, mais maintenant, la subvention même que le gouvernement donne au titre des COGES, ça n'arrive jamais à temps. L'augmentation du SMIC. L'année scolaire finit et puis les gens reçoivent la subvention. Il y a des établissements où les COGES ne sont même pas payés jusqu'à la fin de l'année. La revalorisation salariale des fonctionnaires. C'est une bonne chose. Le SMIC avait augmenté à 60 000, après ça a augmenté à 75 000, mais par rapport au coût de la vie, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, avec 75 000, vous vivez comment à Abidjan? Ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, avec le coût de la vie que nous avons, le SMIC même devrait monter même à 200 000. Eric Bayala. Le SMIC n'est pas fixé pour les habitants d'Abidjan. Ça concerne tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Parce que quand vous êtes tributaire du SMIC, si vous ne travaillez pas à Abidjan et que vous êtes partout en Côte d'Ivoire, vous profitez de cela. Quand l'État prend des mesures pour le déblocage des salaires qui, depuis plus de 3 décennies, n'avaient pas encore eu lieu, et qu'avec en toile de fond, on a une prime au logement, une prime au transport. Et pour couronner le tout, l'État institue le 13e mois pour l'ensemble des fonctionnaires. Et je pense que ce sont des décisions inédites. Les fonctionnaires, là, c'est combien de pourcents de la population? Ce sont justement, en Côte d'Ivoire, un fonctionnaire, quand un homme, on sait très bien que quelqu'un qui travaille en Côte d'Ivoire, on connaît le nombre de personnes qu'il a à sa charge. Donc ne regardons pas peut-être de façon individuelle le fonctionnaire. Parce que, en plus de la prise en charge ou bien de la revalorisation salariale des fonctionnaires et des agents de l'État, quand le gouvernement le fait, c'est en prenant en compte l'incidence que cela va avoir sur l'ensemble des personnes à charge de ces fonctionnaires-là. Et donc, c'est calculé, ça a une incidence vraiment réelle sur le coût. Allez-y dire à ces fonctionnaires-là qui, depuis combien d'années, n'avaient pas eu les salaires débloqués, allez-y leur demander si la mesure qui a été prise par le gouvernement, notamment inspirée par le président Alassane Ouattara, ne leur est pas profitable. On n'a même pas besoin d'une école de polytechnique pour savoir qu'ils vont répondre par l'affirmative. Effectivement, aujourd'hui, toutes les mesures qui ont été prises, ce sont des mesures qui concourent au mieux-être des populations. Mais comme ce à quoi nous sommes convaincus, quand Mme Balé, qui est de la société civile, estime qu'il y a des numéros verts que le gouvernement a mis et que les actions qui sont menées par le gouvernement, les décisions qui sont prises sont de bonnes décisions, seulement que c'est le contrôle ou bien leur manière d'être appliquée qui ne fonctionne pas. Mais justement, je voudrais que la société civile de laquelle elle se repose puisse participer à cela en sensibilisant, si vous voulez, l'ensemble des Ivoiriens pour dire qu'il y a des numéros verts et que si vous contribuez à appeler, ça va concourir à baisser peut-être les charges que vous avez au quotidien. Ça peut être là l'une des prérogatives de, qu'on appelle ça, de la société civile. Participer à améliorer les conditions de vie des citoyens en disant voici les dispositions qui ont été prises par l'État. Il faut que chacun, en tant que citoyen, puisse concourir à cela.
Je pense qu'en le faisant, aujourd'hui, ce débat n'allait pas avoir lieu. M. Chéric Balé, est-ce qu'aujourd'hui la société civile ivoirienne a les moyens nécessaires pour pouvoir mener cette lutte-là? Oui, avant de répondre à cette question, j'aimerais faire une précision. Sur toute la population ivoirienne, il y a seulement 10% qui travaillent dans le secteur formel. Et sur les 10% qui travaillent dans le secteur formel, ceux qui sont dans le privé, là, quand on augmente comme ça le SMIC, il y a beaucoup d'entreprises qui n'appliquent pas cela. Parce que quand on augmente le SMIC, on définit par secteur d'activité ce qu'on appelle des minima catégoriels, c'est-à-dire le pourcentage d'augmentation par rapport à ce SMIC-là pour chaque secteur d'activité. Et il y a plusieurs secteurs d'activité où les gens n'appliquent pas ce SMIC. On va prendre par exemple l'exemple des vigiles. C'est des gens qui travaillent, mais il y a plusieurs entreprises qui ne les payent même pas au SMIC, encore moins leur donner les primes qu'il faut. Donc, prendre des décisions pompeuses, ce n'est pas ça qui est l'essentiel. Est-ce que ces décisions-là se répercutent dans la vie des populations? C'est ça, c'est à ce niveau-là que l'État doit avoir suffisamment de responsabilité pour faire les contrôles qu'il faut et obliger tous ceux qui n'appliquent pas ces décisions-là à le faire afin que véritablement tous les citoyens puissent vivre correctement et bénéficier de ces mesures-là. On revient maintenant à notre question. Oui, pour revenir à votre question, en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs types de sociétés civiles. Quand je dis type, je veux parler de la société civile qui est subventionnée et puis de la société civile qui n'est pas subventionnée. La société civile qui est subventionnée, en général, elle a un cahier de charges par rapport aux fonds qu'on lui donne. Maintenant, celle qui n'est pas subventionnée travaille comme elle peut par rapport aux thématiques qui l'intéressent. Mais moi, je pense que la société civile serait plus efficace si les médias publics lui étaient ouverts. Parce que les médias publics vont partout. Les réseaux sociaux, ça dépend de ceux qui ont les moyens de s'offrir un Android, de payer la connexion et tout ça. Donc, la société civile pourrait être plus efficace si les médias publics lui étaient ouverts. Néanmoins, on fait ce qu'on peut. En tout cas, nous autres, on a des espaces que nous avons créés sur les réseaux sociaux sur lesquels nous parlons des problèmes, nous faisons des propositions, mais nous sensibilisons aussi. Nous sensibilisons aussi. Quand il y a eu le problème de la lutte contre la vie chère et qu'il y avait certains commerçants qui n'appliquaient pas ce que le gouvernement avait prescrit, nous, on travaillait en collaboration avec le Comité national de lutte contre la vie chère et on faisait la sensibilisation qu'on peut faire. Mais ça ne touche que votre audience. Il faut une audience plus large. Et donc, si les médias publics étaient ouverts à la société civile, je pense qu'on ferait mieux. Bien, en tout cas, nous, Reflet TV, nous sommes ouverts à la société civile. Si vous voulez, bien sûr, des débats sur des sujets qui entrent dans le cadre de vos cahiers des charges, n'hésitez pas à nous contacter à rédaction@reflet.tv. Alors, plus Chéric Balé, l'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro exprime sa désapprobation à l'égard de la politique sociale du président Ouattara. Dans une récente déclaration du comité restreint de Génération et Peuple Solidaire, il a vivement critiqué son ancien allié en disant en substance, et je cite, « La récente vague des suicides en Côte d'Ivoire est une preuve irréfutable de l'échec des politiques sociales actuelles. Nos concitoyens souffrent et meurent de tristesse et d'angoisse. » Fin de citation. Quel commentaire faites-vous de ce qu'avance Guillaume Soro et GPS? Bon, par rapport au suicide, il faut reconnaître que ces derniers temps, ça prend vraiment beaucoup d'ampleur. Et bizarrement, c'est les ponts qui les aident à se suicider. Mais bon, il faut reconnaître que ça pourrait être effectivement un indicateur d'un malaise social quand les gens sont désespérés, quand ils n'ont pas de travail. C'est vrai que le chômage n'est pas nouveau, mais il faut préciser aussi que la plupart des projets gouvernementaux en faveur de la jeunesse sont gérés de façon opaque. Quand je dis que c'est géré de façon opaque, je veux dire que le jeune lambda n'a pas accès à l'information qu'il lui faudrait pour participer à ces programmes. Est-ce que ces jeunes même passent à l'information aussi? Oui, ils vont à l'information. Moi, personnellement, quand on a lancé le PJGouv la première fois, on a écrit au ministère en charge de la jeunesse pour nous informer
sur tout ce qui concerne le PJ Group pour qu'à notre niveau, on puisse aussi en parler, sensibiliser les jeunes pour qu'ils sachent comment on y accède. Mais on n'a jamais eu, on nous a reçus, mais après, on ne nous a plus reçus. On n'a jamais eu les informations qu'on voulait véritablement pour pouvoir aussi la partager auprès des autres jeunes. Et quand vous parlez avec les jeunes, il y a certains auxquels on donne accès au programme et puis après, ça se ferme. C'est-à-dire qu'il y a des faveurs même auxquelles ils ont droit et puis ils n'y ont pas droit totalement. On peut te dire, bon, on te donne un stage, tu seras payé, je dis n'importe quoi, 60 000 par mois. Il y a des cas où, par exemple, le jeune est effectivement appelé, on lui donne toutes les conditions, on lui dit dans quelle banque il va recevoir ça. Il peut le recevoir pendant 2 mois. Il ne fait même pas le stage. Le reste de l'argent reste comme ça. Il y en a aussi à qui on fait suivre des formations, mais après, les conditions qu'on avait fixées pour l'après-formation ne sont pas respectées. Il y a en tout cas beaucoup de choses. Et nous, on a fait un focus sur ce sujet. Donc, quand les jeunes sont désespérés, quand ils ne savent plus à quoi se vouer, ce n'est pas tout le monde qui est fort mentalement. Donc, bon, il y en a qui s'adonnent au suicide. Eric Bayala, votre commentaire sur cette sortie de GPS. La récente vague de suicides en Côte d'Ivoire est une preuve irréfutable de l'échec des politiques sociales actuelles. Nos concitoyens souffrent et meurent de tristesse, d'angoisse. Avant de répondre à cette question-là, je voulais revenir sur la question du SMIC dont a parlé Mme Balé, pour dire que le gouvernement, en fixant le SMIC, l'a fait avec le commun accord donc, du patronat ivoirien, qui est cette fêtière-là qui regroupe toutes les entreprises. Et je pense que le gouvernement ne s'est pas adressé exclusivement qu'en prenant cette mesure-là pour peut-être les fonctionnaires, les agents de l'État, mais a eu donc l'approbation de l'ensemble du secteur privé. Et donc c'est pour dire que c'est une mesure qui concerne tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Et pour ce qui est du secteur informel, qui est le secteur qui porte également, si vous voulez, qui embauche beaucoup plus de personnes parce que c'est un secteur qui n'a vraiment pas les ressources que les grandes entreprises. Mais à ce niveau-là, vous allez voir les allègements fiscaux qui ont été faits au niveau même de l'installation. Et c'est pour ça qu'il y a l'école de la deuxième chance. Et puis l'installation instaurée par le ministère de la Jeunesse en charge de ces questions. Pour revenir sur la déclaration de Soro Guillaume, mais c'est un individu qui est tristement célèbre parce qu'au regard lui-même de son parcours, son parcours qui était salué à l'époque par le RHDP. Au regard de son parcours, quand vous regardez Guillaume Soro, qui a d'abord été Premier ministre, lui-même en tant que Premier ministre, je ne vais pas loin, je parle même de son département, de sa ville natale. Qu'est-ce qu'il a posé comme acte pour ses concitoyens de façon locale? Rien n'a été fait. Mais son discours aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dans l'opposition. Ce sont les soubresauts de l'agonie. Il se tient à ce discours-là pour pouvoir peut-être avoir une estime dans, si vous voulez, le landerneau politique, mais que nenni. Et puis ceux qui sont candidats au suicide, est-ce que chacun a pris la peine de regarder, si vous voulez, leur profil de ceux qui vont au suicide? Ce n'est pas essentiellement des jeunes. La dernière fois, nous avons eu même un commandant de brigade qui était. La dernière femme qui est partie, qui s'est jetée à l'eau, vous savez quelle activité qu'elle faisait? Et donc, ça n'a absolument forcément pas, ne faisons pas le lien avec les déguerpissements au regard des profils de ceux qui sont candidats au suicide. Les 2 autres ou les 3 autres cas que nous avons eus, c'était des étudiants. Mais hormis ces étudiants-là, tous ceux qui sont partis, ce ne sont pas des personnes qui étaient désœuvrées. Il y a des gens qui se sont mis dans des positions où aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont empêtrés dans une position qui fait qu'ils pensent que pour pouvoir s'en sortir, défendre leur honneur, c'est se donner la mort. Tout dernièrement, il y a un qui a été pris, un douanier, pour une affaire de 50 millions. Il a été suspendu donc, par sa hiérarchie. Sa famille qui l'avait déjà prévenu lui a tourné le dos. Pour lui, c'est-à-dire le seul salut qui lui restait, c'est d'aller se suicider. Vous voyez que c'est la résultante de la bêtise humaine. Ça n'a absolument rien à voir avec les déguerpissements. Il ne faut pas qu'on fasse le lien tout de suite. Donc le discours de M. Soro, moi franchement, c'est un discours qui ne me meut pas. Et toutes les vibrations vocales qui vont avec n'ont aucune incidence sur la réalité
de la vie politique en Côte d'Ivoire. C'est la position de quelqu'un qui se revendique une âme d'opposant, d'un opposant perdu, mais qui aujourd'hui est à l'agonie et qui pense qu'en donnant les coups de patte de l'agonie pourrait se faire entendre. Sinon, ce n'est rien que ça. Alors, il nous reste 5 minutes pour terminer cette émission. Qu'est-ce qui explique, selon vous, Eric Bayala, le fait que bon nombre d'Ivoiriens disent ne pas être touchés par la politique sociale du gouvernement, si beaucoup de choses sont faites pourtant, selon vous? Bon nombre d'Ivoiriens disent qu'ils ne sont pas... je ne sais pas, ce serait peut-être intéressant... Il y a un cas sur le plateau, plus Eric Balé, qui ne se sent pas, en tout cas, touché par le volet social. Hein. Je parle du volet social, bien évidemment, c'est de la question que nous sommes en train de traiter. J'aurais peut-être été confondu si, pour appuyer vos affirmations, on aurait eu peut-être un micro-trottoir pour pouvoir voir, si vous voulez, la vie des Ivoiriens. Et vous allez voir que cette imagerie que vous avez, cette notion, vue de l'esprit que vous avez de la société ivoirienne... Ce n'est pas une vue de l'esprit. Nous avons ce matin parcouru... C'est une vue de l'esprit. Parce que comme je le disais... Pour avoir les opinions des Ivoiriens. Comme je le disais, il n'y a qu'à vous réveiller le matin et puis regarder les mouvements, les allées et venues de la population d'Abidjan. Les gens sont obligés de vaquer à leurs occupations. Donc, justement, quel rapport à la politique sociale? Ce que je veux dire, quand vous regardez le mouvement de masse des populations, ça veut dire que la plupart de ceux qui bougent ont leurs occupations, ils sont occupés. C'est celui qui ne veut rien faire, qui pense qu'on doit tout lui mettre à la bouche, qui à l'heure d'aujourd'hui dira que la politique sociale du gouvernement ne lui profite pas. Sinon, à Abidjan, pourquoi Abidjan est considéré comme l'Eldorado de l'Afrique de l'Ouest? Pourquoi les gens quittent chez eux et viennent trouver le salut ici? Pourquoi? Demandez au service de migration de la Côte d'Ivoire et vous allez voir les flux et les demandeurs, si vous voulez, non seulement d'asile, mais ceux qui veulent séjourner en Côte d'Ivoire. Allez-y à nos frontières et vous allez voir le mouvement qui vient vers la Côte d'Ivoire, les flux migratoires. Et donc, si la Côte d'Ivoire avait une politique où il ne fait pas bien vivre, où les gens ne se sentaient pas à l'aise, je ne suis pas sûr que tous ceux-là allaient quitter chez eux pour venir en Côte d'Ivoire. Et donc ça, c'est une jauge qui participe à mesurer clairement et à indiquer qu'en Côte d'Ivoire, les gens se vivent mieux. Tout va bien. Non, justement, vous savez que l'œuvre humaine est perfectible. On ne peut pas dire que tout va bien. Mais les actions qui concourent à emmener les Ivoiriens, si vous voulez, au paroxysme du mieux-être, a été enclenchée. Alors, si vous devez noter, pour terminer avec vous, la politique sociale du gouvernement, disons, sous Ouattara, de 2011 jusqu'à ce jour, oui, quelle note donnerez-vous sur 10? Oui, si on part de 2011 à aujourd'hui, et donc, on va faire cette comparaison avant lui. Bon, et donc, quand une on note regarde avant maintenant, et une note après. Oui, avant lui, à ce moment-là, vous savez que le pays était vraiment ce qu'il était. Il était défiguré. C'était véritablement difficile. On n'avait vraiment aucune vision. C'était une gouvernance à vue. Et on n'avait pas, si vous voulez, une ligne directrice qui imprimait la marche de la nation. Mais depuis 2011 à aujourd'hui, vu l'état dans lequel le président Alassane Ouattara a pris la Côte d'Ivoire, et aujourd'hui, arriver à le stabiliser au niveau non seulement de la sécurité, au niveau de la paix, au niveau de tous les investissements qui sont faits, nous sommes pratiquement à 7,50 pour ne pas dire 8% sur 10. Et avant? Mais avant, on était même à moins 2% de la croissance. Bien. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 8%. Et donc, vous voyez que c'est vraiment pas la même chose. Il nous reste une minute. Abidjan, aujourd'hui, Eldorado de l'Afrique de l'Ouest. Pour Eric Bayala, avant la Côte d'Ivoire, la gouvernance était, en tout cas, pas meilleure que maintenant. Bon, on n'était peut-être pas dans la même Côte d'Ivoire. Ce que je sais, moi, ce n'est pas les chiffres qui nous intéressent, ce sont les réalités des populations. Bon, quelle note pouvez-vous donner? Non, je ne donnerai pas de notes, mais je donnerai des faits. Avant 2011, quand quelqu'un perdait un parent, il avait 3 jours de gratuité dans les morgues. Là. Il avait 3 jours de gratuité et ça permettait aux ménages les plus pauvres de s'organiser pour enterrer leurs parents. Quand on sait ce que les funérailles représentent au niveau culturel dans nos sociétés. Et je sais qu'à partir de 2017, les gens ont mis Ivocep, qui est une entreprise privée et même la plus chère sur le marché, dans nos hôpitaux publics, ont obligé les Ivoiriens à traiter directement avec cette entreprise. Ça a rendu les frais funéraires plus élevés. Je sais aussi qu'avant 2011,
nos factures n'avaient pas le niveau qu'elles ont maintenant. Et ça va même en croissant. Je sais aussi qu'avant 2011, l'école n'était pas aussi chère qu'aujourd'hui. Les denrées alimentaires non plus. Donc, si on veut citer, on ne va pas finir de citer. Donc, dans les faits, les populations vivent mal. Donc, pour vous, pour terminer, la Côte d'Ivoire, c'était mieux avant que maintenant? En tout cas, sur plusieurs plans, c'était mieux. Au niveau des infrastructures, oui, du point de vue social, c'est de cela que nous parlons. Au niveau des infrastructures, il y a eu de nouvelles infrastructures. Mais au niveau social, au niveau des conditions de vie des populations. Est-ce qu'on peut soustraire les infrastructures qu'on a du vécu social de chaque Ivoirien? On a jeté des milliers de familles à la pauvreté. Toutes ces personnes qui avaient leur maison à Gesco, partout où on a cassé là, elles ne vont pas venir vous dire n'a jamais été vécu sous le président Alassane Ouattara. Elles vivent mieux on rançonnait l'électricité comme si on ne produisait pas du courant en Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que... On parle de la vie sociale. Vous avez parlé des factures. Oui, j'ai parlé de factures. J'ai parlé de factures parce que ça joue sur la bourse. Ça joue sur la bourse, donc c'est normal. La Côte d'Ivoire a connu un délestage qui jamais... C'est pas les infrastructures qu'on mange. Justement, parce qu'il n'y avait rien qui avait été fait pour apporter... Allez-y dans une localité. Rien, c'est de la mauvaise foi. Quand vous envoyez un peu de l'électricité dans cette localité-là, vous voyez le bonheur que vous envoyez aux populations. Parce qu'à partir de l'électricité, ça génère beaucoup d'activités à côté. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc venir dire aujourd'hui qu'on vivait mieux avant 2011 et puis après 2011... Mais chacun a le droit d'avoir son avis. Mais justement, il faut que ça soit objectif. Mais c'est vous qui n'êtes pas objectif. Il faut que ça soit objectif. Vous ne connaissez pas le quotidien des Ivoiriens. Bien sûr, parce que nous sommes... Non, nous vivons aussi le quotidien des Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Du panier de la ménagère. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore mieux qu'avant? Non. Vous avez vu vous-même les paysans en train de se plaindre. Quels paysans? Les paysans, nous on parle avec les syndicats agricoles. Aujourd'hui, on a construit beaucoup de ponts, on n'a pas amélioré les pistes rurales. Ce qui fait que pour que les produits même sortent, c'est un problème. D'où l'importance même de construire des voies, des routes. Oui, des routes, mais il ne faut pas concentrer tous les projets d'infrastructure à Abidjan. Non, mais il y a des routes. Les routes de l'intérieur. Non, c'est pas possible, madame. Non, les pistes rurales, c'est ça qui est important. Comment on tire les produits du champ pour les envoyer sur les grandes artères là? Là, il y a un problème à ce niveau. Le deuxième problème qu'on a, c'est le problème des raquettes. Même quand les gens se débrouillent pour envoyer les produits sur les routes, après ils sont confrontés aux raquettes. Mais quand les produits arrivent à Abidjan ici, sinon il n'y a pas de pénurie. Mais il faut dénoncer le racket. On dénonce, mais c'est une mafia le racket. Comment s'est-il fait qu'au moment où le président Gueye était là, il avait réussi à mettre fin au racket? C'est une question de volonté politique. Le racket, là, c'est cautionné par les autorités elles-mêmes. Et la population aussi. La population subit. La population subit. Ce n'est pas parce qu'elle cautionne. Pourquoi elle va cautionner quelque chose qui nous porte préjudice? Le fait de remettre 10 000, 20 000 francs à un policier, c'est déjà... Oui, mais c'est ce que le policier exige que la population... Mais justement, voilà pourquoi il faut dénoncer. On dénonce. Non, parce qu'un policier ne va jamais arrêter un usager parce qu'il lui a demandé de lui payer de l'argent que ce dernier a refusé. Ça se fait. Et puis on te met aux arrêts. Ça se fait. Non, non, madame. Malheureusement, c'est la fin de cette partie. Mesdames, messieurs, nous allons maintenant faire place au carton rouge juste après ceci. Madame, Messieurs, nous sommes dans le carton rouge. Je rappelle à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous suivez Entre deux News, votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité. D'ici et d'ailleurs, c'est tous les jours du lundi au jeudi à partir de 20h15 sur les antennes de Reflet TV, 208 sur le bouquet Canal+, émission également diffusée en direct sur notre plateforme Facebook. Pulchérik Balé, votre carton rouge. Mon carton rouge va à l'endroit de la police nationale parce qu'il y a des barrages qui sont un peu partout. On ne peut pas être contre les contrôles de routine, mais ce qu'il nous revient, c'est que les motocyclistes sont persécutés, véritablement persécutés. On leur demande leur permis. Pour ceux qui travaillent qui font la livraison, on leur demande les patentes, on leur demande
les autorisations qu'il faut. Mais même quand ces motocyclistes-là ont toutes leurs autorisations, il faut forcément que le policier trouve quelque chose. Il demande quelque chose que ce motocycliste-là, en principe, n'a pas. Et qui n'entre pas aussi dans ce qu'il devrait avoir pour l'obliger à payer quelque chose. Donc vraiment, c'est pas bien parce que ces jeunes gens-là se débrouillent. Ça permet de ne pas grossir les rangs des délinquants. Il ne faut pas les persécuter. Quand ils ont leur papier en bonne et due forme, on devrait les laisser partir. Bien, Eric Bayala, réaction ou question sur ce carton rouge? Sur le... Pardon, il faut qu'on nous donne la liste des barrages officiels. Qu'on le sache. Parce qu'il y a des policiers qui apparemment se lèvent un matin, il a envie d'un peu d'argent, il se met à un carrefour, il est seul, il rançonne les gens là-bas. Bon, franchement, il y a un problème. Bien. Effectivement, tout le monde le sait hein, que la question du racket est une question qui est réelle. Maintenant, en ce qui concerne ce que Mme Balé vient de dire sur les motocyclistes, est-ce que là, on sait le nombre de pièces dont doit disposer un motocycliste qui fait la livraison ou bien, comment on appelle ça, un usager à moto, quelles sont les pièces dont il doit avoir à sa possession pour pouvoir vraiment rouler librement. Parce que quand on dit que même si il a toutes ces pièces, on lui demande une pièce qu'il ne peut pas avoir pour l'obliger donc à prendre de l'argent, je pense que ça reste quand même... C'est selon les témoignages. Voilà, ça reste quand même à vérifier. Sinon, effectivement, la question du racket, on sait que c'est un phénomène qui est clair, qui est en cours en Côte d'Ivoire. Maintenant, sur la question de façon spécifique, je ne pense pas qu'on peut vous demander de produire une pièce dont vous n'êtes pas censé avoir à votre sein pour vous obliger à payer quelque chose. Un jour même, on a un chauffeur de Yango qui nous a raconté une anecdote. C'était la période de la Tabaski. Il a pris un vieux qui avait son mouton derrière la voiture. Quand le policier les a arrêtés, il a contrôlé les pièces du véhicule, il n'y avait pas de problème. Au moment où les gens voulaient partir, il demande les pièces du mouton. Il demande les pièces du mouton. Et là, à cause de pièces du mouton, là, ils ont passé le temps à discuter. Il a fallu que le propriétaire du mouton leur donne de l'argent avant de partir. Donc, ils exagèrent parfois. Bien, Eric Bayala, à vous maintenant de faire votre carton rouge. Moi, mon carton rouge, c'est à l'endroit des camions qui transportent le sable. Qui transportent le sable et puis des camions qui transportent également le béton. Vous partez à Abidjan, le béton verse sur le bitume, ça dégrade la route et rien n'est fait. Et généralement, tous les camions qui traversent, qui transportent le sable, ce sont des camions qui n'ont pas de feu de signalisation. La nuit, vous vous trouvez dans des situations où vous avez un camion qui transporte du sable, mais qui n'a aucun feu arrière, qui n'a pas de feu. Et généralement, c'est conduit par des jeunes gens de 18 à 20 ans. Et ces camions-là sont la base de beaucoup d'accidents. Franchement, une fois de plus, on demande à la police de faire son travail. Et que le ministère de l'Assainissement puisse prendre des mesures pour que tous ces camions qui rendent la ville, sinon qui participent à rendre Abidjan sale, que le ministère prenne des dispositions pour que le sable, ceux qui payent, sinon qui versent le sable sur le bitume, puissent payer vraiment des droits, ou bien à défaut qu'ils prennent des dispositions pour ne vraiment pas salir. Parce que vous regardez, quand le béton verse sur le bitume, après, ça dégrade la route, ça rend la circulation difficile. Vivement que l'État vraiment s'y penche et puis prenne des mesures pour que cela s'arrête. Bien, Eric Balé, votre réaction ou question sur ce carton rouge? Non, il a dit l'essentiel. Ce qu'il faut ajouter, c'est que il faut aussi qu'il y ait des heures, même si possible, que ces camions-là circulent. Parce que quand ils travaillent aux heures où il y a beaucoup de véhicules, parfois même quand c'est le gravier, ça casse les vitres des autres. Bon, sinon, il a dit l'essentiel. Maintenant, on fait place à la rubrique des chiffres, juste après ceci. Eh bien, le chiffre du jour, c'est un chiffre que vous connaissez très bien, 2,6. C'est quoi ça encore?
Ah bon? Eric Bayala. Le taux de chômage annoncé? Bien sûr, voilà. Le taux de chômage dans les pays pauvres est très bas alors qu'ailleurs dans les pays développés, il se situe à des niveaux élevés. Le ministre en charge de la jeunesse, Mamadou Touré, a souligné il y a quelques jours que pour la Côte d'Ivoire, le taux de chômage est de l'ordre de 2,6% selon les statistiques. Puis, Chéri Balé, pourquoi tant de polémiques autour d'un taux, le taux du chômage? Bon, par rapport aux réalités des citoyens, les chiffres sont toujours en déphasage. Et donc, c'est tout à fait normal que les gens s'en plaignent. Eric Bayala. Oui, je pense que si le taux de chômage qui est estimé à 2,6%... Ce n'est donc pas la réalité non, sur le terrain? Non, en fait, une chose est sûre, c'est-à-dire que c'est l'État, à travers ses mécanismes et la mise en œuvre de sa politique globale, qui peut apprécier au mieux le taux, si vous voulez, de chômage dans le pays. Et donc, quand un membre du gouvernement vient dire qu'au regard de toutes les donnes, voici ce à quoi se situe le taux de chômage, mais qui, moi, suis-je pour pouvoir dire que c'est vrai ou c'est faux? Parce que c'est eux qui ont toutes les indications pour pouvoir apprécier ce taux de chômage. Et donc, s'il est à 2,6%, effectivement, il est à 2,6%. Vous voulez réagir? Non. Ça va. Alors, madame, monsieur, ça va également. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous avions parlé de l'homélie codée du cardinal Jean-Pierre Coutois dans la première partie et puis dans la seconde partie de l'émission. Il était question de faire des analyses sur la politique sociale du président Ouattara de 2011 à 2024. C'est la fin de cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous demain à partir de 20h15 pour un autre numéro. Et nous tenons à rappeler également que le 7 août, vous aurez une édition spéciale sur l'adresse du chef de l'État qui sera faite le 6 août. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir.